Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour ce direct, une émission spéciale à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, ce 5 juillet qui marque également la proclamation officielle de la souveraineté nationale en 1962 après 132 ans de colonisation et 7 ans de guerre. Cette journée est également célébrée comme la fête de la jeunesse, unissant ainsi le devoir de mémoire du passé et surtout celui de l'avenir des nouvelles générations. Tout de suite, nous revenons sur cette journée commémoration, cette journée célébration. Pour en parler donc à l'occasion de cette émission, nous avons reçu ici sur le plateau et avec beaucoup de plaisir Monsieur Hassan Arab, journaliste mais également professeur universitaire. Hassan Arab, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Fouad Soufi, historien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et Mohamed Houawara, qui est journaliste, mais vous êtes également auteur de Amina Oudaï, l'héroïne oubliée. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, bien sûr, nous rejoint également en direct de Paris par téléphone ou par visioconférence Youssef Boussoumer, qui est également historien et militant pour les droits de l'homme et pour le droit des Palestiniens. Youssef, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très bien. Alors, nous allons commencer, monsieur, avec vous, et pour un petit peu faire le point et dresser, si vous voulez, le tableau. On commence avec vous, Hassan Arab. Alors, le 5 juillet, c'est aussi la fête de la jeunesse, en plus d'être celle de l'indépendance de l'Algérie. Après quand même 132 ans de colonialisme, l'Algérie, où les Algériens ont connu les pires sévices, les pires souffrances. Il a fallu aussi 7 ans de guerre pour en finir avec 132 ans de colonialisme. Que faut-il dire aujourd'hui à ce 64e anniversaire que nous célébrons? 64 ans après la célébration de la première année, l'année zéro de l'indépendance en 1962, après à quel prix cette première célébration? C'est une célébration qui intervient après un énorme sacrifice du peuple algérien, un sacrifice consenti pendant les 132 années de colonisation marquées par l'extrême violence et l'extrême brutalité du système colonial qui a pratiqué toutes sortes de violences, toutes sortes d'exactions, allant donc de l'extermination des tribus, des massacres collectifs, des enfumades, des déportations, des expropriations, et on parle même d'une tentation génocidaire que les Français avaient pour asseoir la colonie de peuplement à partir de 1848 jusqu'à 1962. Oui. Donc la révolution algérienne entre 1954 et 1962 va intervenir pour, en quelque sorte, mettre un terme non seulement à la colonisation française, mais au système colonial. C'est pourquoi elle est considérée comme l'une des révolutions les plus importantes au XXe siècle, évidemment avec la révolution vietnamienne et la révolution russe de 1917. C'est pourquoi elle est considérée comme un exemple par tous les peuples sous domination coloniale. Oui, c'est aussi considéré, monsieur Houawara, comme l'une peut-être des guerres de libération qui rentrent dans l'histoire de ce XXe siècle, puisque de toute façon, tous les peuples d'Afrique, mais d'Asie également, étaient sous joug colonial. Donc l'Algérie, si vous voulez, dans cette guerre de libération qu'elle a entreprise durant 7 ans, elle a un petit peu ouvert les portes vers ses envies et ses espoirs de se libérer, en disant qu'il y a toujours de l'espoir de s'affranchir et de casser ses chaînes. De toute façon, le peuple algérien, durant la colonisation, et juste après le 1er novembre 1954, il a suscité
l'intérêt et la volonté des autres peuples colonisés. Ce 1er novembre n'est que l'aboutissement de la résistance du peuple algérien depuis le début de la colonisation. Et la France coloniale a expérimenté toutes les atrocités ici dans notre pays. Effectivement. Mais en dépit de tous ces problèmes, ces atrocités, comme vient de le rappeler M. Hassan, malgré ça, le peuple a résisté. Et résisté, le fait qu'il y a eu des déportations, le fait qu'il y a eu des exterminations, et aussi, il ne faut pas oublier, non seulement le peuple algérien à l'intérieur de son pays, mais aussi il y a eu la réaction de nos compatriotes qui se trouvaient en France. D'ailleurs, je crois que même le général Giap l'a rappelé, c'est la première fois qu'un peuple colonisé il a transmis sa volonté de se libérer à l'intérieur du pays colonisateur. Voilà. Il l'a transmis. Il l'a transmis. Bon. Et là, ce que nous constatons, le 1er novembre, ce n'est que l'aboutissement, comme je l'ai dit. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Alhamdoulilah, dans la planète entière, au niveau de la planète entière, il n'y a pas assez de peuples, il n'y a pas beaucoup de pays où on il vient de rappeler qu'un Vietnam, Inch'Allah, le peuple palestinien retrouvera l'indépendance. Mais autrement, le peuple algérien a démontré dans son passé toute cette volonté, cette soif d'indépendance, de liberté. Très bien. Donc, je voulais juste, parce que là, j'ai oublié quand même de mentionner M. Hosni Kitoni, qui est historien et qui est avec nous. Donc, M. Hosni Kitoni, bonsoir. Désolé si j'ai omis de vous présenter. En tous les cas, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Alors, juste pour faire le tour de table, avant de venir vers vous, vers M. Boussoumah, je voudrais quand même aller vers M. Fouad Soufi. M. Fouad Soufi, donc 64 ans après cette indépendance arrachée vraiment au prix du sang et après de très lourds sacrifices, s'il fallait donc dire quelque chose ou s'il fallait réellement faire un résumé ou s'il fallait peut-être faire une halte, quelle serait-elle ? Oh, c'est pas facile. C'est que ce que nous avions constaté il y a quelques années lorsque nous avions fait un grand colloque au CRASC, c'est autour de l'année 62, c'est que l'indépendance de l'Algérie en 1962 va marquer, ne serait-ce que symboliquement, la fin de la légalisation, de la légalité et en tous les cas l'illégalité, l'illégitimité du système colonial sur toute la planète. C'est-à-dire ça ne nous a pas concerné que nous. On va considérer, les historiens, qu'en fait, avec l'indépendance de l'Algérie, c'est l'effondrement du principe même de la colonisation. Même si d'autres pays vont encore se battre lourdement aussi. De manière acharnée. Mais en fait, le monde entier va se tourner définitivement cette terrible page du système, du système colonial. Et ce qui en reste, parce que hélas, ça reste des reliques d'un passé honni. Voilà comment qu'on apprend. Maintenant, bien sûr, ce qu'il y a à faire, qui se fait, il faut pas, on va pas commencer 60 ans après, c'est l'histoire de cette journée. Ce qui va se passer, c'est l'histoire de la guerre de libération, comment on est arrivé à cette date. Oui, absolument. Donc là, il y a un gros travail qui se fait. Jusqu'au jour où l'on se parle, bien entendu. C'est vraiment l'idée, au fait, c'est l'idée qu'on peut garder aujourd'hui, 64 ans après, c'est que, sincèrement, la guerre d'Algérie, si vous voulez, elle a contribué à démontrer que l'invincibilité du système colonial, parce que ce n'est pas que la France n'est qu'un exemple, c'est complètement effondré et que c'est possible justement de se battre contre ce système et qu'il n'y a pas d'invincibilité, il suffit juste qu'il y ait de la volonté. Hosni Kitoni, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire bien sûr M. Fouad Soufi? Je pense que du bien. Je sais qu'il y a un élément qui n'a pas été pris en compte dans la présentation de mes collègues.
c'est que la colonisation de l'Algérie a été une colonisation assez singulière. Ça a été une colonisation de peuplement. C'est-à-dire, c'est l'un des rares exemples en Afrique où la colonisation n'a pas été une colonisation d'exploitation, c'est-à-dire où le colon vient pour s'emparer des richesses, de la force de travail, etc. Mais le colon vient pour rester, c'est-à-dire de fonder une nouvelle société, d'exterminer, d'éliminer le peuple autochtone et de construire une nouvelle société à l'image de la France ou de la métropole. Et pour parvenir à cet objectif, il faut s'emparer massivement des terres, vider la terre de sa population, déposséder, etc. Et c'est ce processus-là qui va constituer dans l'histoire des colonisations d'Afrique un très bien. Profondément génocidaire, comme l'ont démontré les Sandrés. Alors c'est pour cela que je dis l'indépendance de l'Algérie a été aussi une indépendance exceptionnelle, parce que c'est le seul cas en Afrique, et je dis même dans le monde, où le peuple envahisseur, dans sa totalité, a été chassé de la terre, et la terre s'est Il y a des petits problèmes. Voilà, pardon. Il y a des petits problèmes justement par rapport à la ligne, donc on vous écoute, c'est un hachoir. Juste, je demanderai à nos techniciens d'arranger les choses. Je vais me tourner vers M. Boussoumah et je reviens vers vous, M. Kitoni. Monsieur Boussoumah, alors c'est vrai que Kitoni vient quand même d'exposer un problème très très important qui est celui de la spécificité de ce qu'on appellerait la colonisation française concernant l'Algérie et concernant aussi d'autres territoires en Afrique, en l'occurrence bien sûr la Tunisie, mais il y avait aussi d'autres pays. Mais on est face à une colonisation de peuplement, c'est-à-dire une colonisation de peuplement qui engendre on va dire systématiquement, une sorte de génocide, parce que ça ne peut pas se faire autrement. Et donc, carrément, raser la population autochtone pour la faire remplacer par une autre population, celle des colons. Ce système français, on a remarqué qu'il était à peu près le système qui était régi en ordre et en loi dont les continents africains. Youssef Boussoumah ? Oui, alors oui, bien sûr, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Oui, alors vous avez tout à fait raison, c'était l'ordre colonial qui s'imposait dans toute l'Afrique, mais avec cette particularité qui a été soulignée par nos intervenants, c'est qu'il s'agissait de remplacer un peuple. Et pour remplacer un peuple, il faut d'abord se débarrasser de ce peuple. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment à terme, alors peut-être pas au début, mais à terme, dès la fin du 19e siècle, la volonté de faire disparaître ce peuple. Et d'ailleurs, force est de constater que lorsqu'on arrive à la fin du 19e siècle, la population algérienne a été considérablement réduite. D'abord par les exterminations de tribus entières, on a enfumé des tribus entières dans des grottes, mais aussi, donc on les a privés de nourriture. En privant de nourriture, on a organisé la famine, parce que la famine a été réellement organisée. C'est une façon de se débarrasser d'un peuple. Et puis, il y a évidemment les épidémies qui surviennent toujours avec la famine. À l'instant où il y a famine, il y a très souvent épidémie. Donc, à tel point que lorsqu'on arrive à la fin du 19e siècle, la population algérienne, selon les démographes, a été réduite d'un tiers à 2 tiers, ce qui est considérable. C'est-à-dire que, et les gens trouvent ça normal. Il y a des écrits, notamment des écrits de médecins français à la fin du 19e siècle, qui envisage la disparition purement et simplement de la population algérienne comme étant un phénomène normal. Hein. Donc voilà, c'est que c'est un colonialisme de peuplement. On ne vient pas pour exploiter des richesses, hein, mais on vient surtout ni pour exploiter la force de travail, on vient d'abord pour se débarrasser d'une population locale et la remplacer. C'est ce qui fait, c'est la grande différence entre le colonialisme en Algérie et le colonialisme qui a pu survenir dans d'autres colonies d'Afrique subsaharienne, où là on avait surtout des administrateurs, il s'agissait surtout d'exploiter les ressources premières, la force de travail. C'est admirablement bien montré dans certains films de René Vauthier, dont notamment Afrique 50, dont je conseille la vision. Voilà, c'est la grande spécificité, et c'est ce projet qui a échoué.
Alors, Youssef Boussoumah, je vais me retourner quand même vers Hosni Kitouni, de là où je l'ai coupé. Je voudrais le retrouver. Donc, finalement, on parle de colonisation de peuplement par rapport à la spécificité, bien sûr, du colonialisme français en Algérie. Mais on a presque envie de dire, c'est un peu les deux. Hein. Il y a la colonisation d'exploitation et celle de peuplement. Donc, les deux. On veut absolument effacer toute identité algérienne et, bien sûr, exploiter les richesses. Parce que c'est ce qui s'est passé, finalement, Hosni Kitouni. Mais les processus sont totalement différents. Effectivement, toute colonisation est par définition de l'exploitation, de la domination, etc. Mais c'est les processus, comment ils se déroulent. C'est-à-dire que dans la colonisation de peuplement, il y a un envahissement. Il y a de la population qui arrive, et cette population qui arrive ne peut s'installer dans le pays qu'en s'emparant des terres. C'est-à-dire la terre devient l'élément central de la conflictualité coloniale. Le colon ne se dispute pas, ne se bat pas pour avoir la force de travail, c'est-à-dire pour faire travailler l'autochtone à son profit, mais il travaille à l'éliminer en tant qu'individu, en tant que sociabilité, pour s'emparer de sa terre et construire. Les incidences sont totalement différentes et fondamentalement structurantes. C'est-à-dire que le colon ne va pas s'attaquer simplement à la terre, il va s'attaquer à la société, son habitation, son agriculture, sa langue, sa culture, ses mœurs, sa religion. Il s'attaque absolument à tout pour faire disparaître ce qui existait auparavant et le remplacer par sa propre culture, sa propre société. Et c'est pour cela que les théoriciens, les chercheurs, définissent la colonisation de peuplement comme structurellement génocidaire, alors que les colonisations d'exploitation ne sont pas forcément génocidaires, c'est-à-dire qu'elles pratiquent de la violence, qu'il y a de la violence, de la domination, mais le colon qui exploite ne cherche pas à tuer le colonisé, parce qu'il en a besoin. C'est une force de travail qu'il va exploiter. C'est de l'exploitation de l'individu, du colonisé, qu'il tire sa richesse. Alors que la colonisation de peuplement, c'est par son élimination qu'il va s'emparer de la terre et possible de construire sa propre société. Oui. M. Boussoumah a parlé d'éradication du peuplement. Je parle de cette spécificité parce qu'elle est absolument fondamentale. Elle différencie la colonisation de l'Algérie de la colonisation des restes des pays d'Afrique, à l'exception de la Namibie, de l'Afrique du Sud, quelque peu le Mozambique, quelque peu aussi l'Angola, qui ont connu des colonisations de peuplement, mais pas avec une extension aussi importante qu'elle l'a été en Algérie. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que la décolonisation dans un pays de colonisation de peuplement et dans une colonisation d'exploitation sont totalement différentes. Dans les colonisations d'exploitation, il n'y a rien à faire partir. C'est-à-dire il suffit de faire disparaître le maître d'œuvre, l'administrateur, le gouvernant pour que le pays retrouve quelque peu sa nature initiale, puisque le colon n'a pas tout détruit. L'exemple de l'Inde, par exemple, il est absolument caractéristique. Alors que dans la colonisation de peuplement, il faut se débarrasser du peuple qui est venu. Il faut se réapproprier la terre. Il faut construire un nouvel État qui va se construire sur les ruines de l'État colonial. Et c'est pour cela que la décolonisation, comme la colonisation, ne peut être qu'un processus violent. On ne peut pas se débarrasser des colons simplement en les priant de partir. Il faut les arracher de la terre, et c'est ce qui est arrivé pour l'indépendance de l'Algérie. Et en ceci, l'indépendance de l'Algérie constitue une spécificité dans le monde, je ne dis pas simplement en Afrique, mais c'est dans le monde, où le pays colonisé réussit à faire partir de manière radicale le million de colons qui sont venus s'installer. Oui. En ce moment même, en Namibie, ils ont un problème avec les anciens colons qui sont restés. En Afrique du Sud également. Ils ont un problème énorme. Au Zimbabwe avec les également, colons qui un sont peu restés. moindre peut-être. Absolument. Et donc voilà, aussi bien mes camarades qui viennent de s'exprimer avant moi ont parlé de spécificité. C'est en cela qu'il y a spécificité. Voilà. Il y a spécificité dans le mode de colonisation et aussi dans l'exemplarité de la décolonisation, parce qu'elle a offert le premier exemple dans l'histoire de l'humanité où
une colonisation de peuplement s'achève par le départ massif des colons. Alors, messieurs, est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait réagir? Monsieur Sophie, peut-être? Oui, de façon globale. Hein. C'est sûr, oui. Lorsqu'on prend le problème de Sirius d'en haut, oui. Je partage complètement, disons, en tout cas, je partage l'idée développée par mon ami Hosni Kitouni, que je salue, et M. Boussouma. Boussouma, oui, Youssef Boussouma, oui. Yeah. En fait, la première défaite du système colonial tel qu'on croit qu'il a été pensé, ben c'est la bataille démographique. Mm-hmm. Très vite, en réalité, et ça a été dit tout à l'heure, de toute façon. Oui. Hein, oui. À un moment donné, c'est vrai que la population va chuter, mais 2, 3 ans, 4 ans après, dans tous les dénombrements, on remarque que plus jamais la population colon ne rattrapera la population autochtone, voilà, indigène. Alors, on va jusqu'au bout de l'injure. Et indigène. Donc, c'est vrai ce qui s'est dit. Mais il faut bien comprendre, moi j'utilise une phrase simple. Dans notre histoire coloniale, l'appétit est venu en mangeant. On est devenu plus vorace. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun projet au départ. Ils débarquent, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe à Alger, à la Casbah, pour voler, piller, parce que c'est tout ce que savait faire cette armée, hein, après avoir massacré les Espagnols. Mais ils continuent à le faire ici, d'accord. La logique, c'était de régler des problèmes en France, pas ici. En France, en envoyant l'armée et sauver le roi. Or, le roi... Charles X, il va être emporté par la foule, on n'en entendra plus parler. Mais ils sont là, qu'est-ce qu'on va en faire? Une armée fait ce qu'elle sait faire, et une armée de soudards ne sait que faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire massacrer. Tuer. Voilà, et massacrer. Justement, sur ce point... C'est compliqué. Hein, oui, bien sûr. Monsieur Sophie, sur ce point, bien sûr, il y a vraiment à dire concernant cette volonté. Peut-être qu'au départ, ils ne sont pas venus avec cet esprit génocidaire. Mais on a quand même d'autres livres où ils disaient que depuis le premier temps, c'est-à-dire dès la première heure où ils ont déposé leurs pieds sur cette terre, la volonté génocidaire existait, parce qu'on a vu que beaucoup d'insurrections ont été réprimées dans le sang. Donc, il y avait réellement une volonté d'en finir avec ce peuple. Je vais revenir vers vous, Monsieur Sophie, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Ça se voit dans vos yeux. Oui, Hassan. Mais alors, juste avant d'aller vers vous, Hassan, juste une petite page publicitaire et on revient. Comme ça, on prendra nos aises. Merci. Retour sur le plateau de cette émission spéciale consacrée à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance algérienne, le 5 juillet 1962, que raconte. Bon, alors, on va dire que, avant de passer vers vous, Hassan Arabe, et bien sûr, parce que le débat commence à devenir de plus en plus intéressant et les points de vue commencent à diverger, et c'est tant mieux d'ailleurs, mais je vous propose quand même, messieurs, de voir ensemble avec nous Maktar Sylla, qui est universitaire et chef d'entreprise. Et j'aimerais, avec vous, Maktar Sylla, qui est avec nous, savoir justement, depuis Dakar, bien sûr, au Sénégal, comment cette révolution algérienne et l'histoire de cette guerre algérienne menée contre le colon français a été ou est perçue par l'Afrique et par les Africains. Maktar Sylla. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble du peuple algérien, aux autorités algériennes pour la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance de ce pays africain, de ce grand pays africain, ce pays frère, ce pays ami. Cette célébration est effectivement une date importante pour tout le continent africain, car elle marque une étape extrêmement importante de l'histoire politique et de l'histoire démocratique de notre continent, puisqu'elle a été précédée par un certain nombre d'épisodes, des épisodes douloureux. Il y a eu bien avant, pendant 132 ans, la guerre d'Algérie. Il y a eu ensuite les accords d'Évian. Il y a eu tout un processus qui a abouti effectivement à l'autodétermination du peuple algérien. Donc c'est une date qui est extrêmement importante pour vous, mes frères, mes sœurs d'Algérie, mais également pour tous Africains, car elle a été le début, j'allais dire, d'un processus
qui s'est aujourd'hui propagé un peu partout dans le continent, où les peuples veulent effectivement déterminer leur propre destin. Mais au-delà de l'Algérie, je pense que ce n'est pas pour rien qu'on dit que Alger a été la Mecque des révolutionnaires. Cela a été, je pense, un modèle de lutte et une source d'inspiration pour beaucoup de pays africains. On l'a vu, cela a fonctionné comme une sorte un peu de coup d'accélération majeure pour la décolonisation sur le continent. Et également, cela a permis effectivement à d'autres peuples, à d'autres pays. Je pense à des leaders comme Nelson Mandela, qui d'ailleurs, je pense, pour l'Afrique du Sud, dans sa lutte contre l'apartheid, a reçu une formation militaire en Algérie. Je pense à Samora Machel, je pense au Cap-Vert, qui est proche du Sénégal, je pense à Amilcar Cabral, à la Guinée-Bissau. Effectivement, l'Algérie a joué un rôle extrêmement important en termes de soutien militaire, financier, de l'accueil de figures historiques. Mais également, je pense que de manière beaucoup plus globale, l'Algérie, de ce point de vue, a joué également un rôle extrêmement important dans cette affirmation de cette voie du tiers-monde, mais également dans la naissance de l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine, où effectivement les Senghor, Ahidjo, Boubedienne ont joué un rôle extrêmement important, parce que l'un des premiers objectifs, effectivement, était de lutter et d'éradiquer totalement à travers le continent le colonialisme en Afrique. Donc, au-delà de toutes ces choses-là, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie se érige en termes de modèle économique, de modèle de développement, de cette capacité d'un peuple à prendre en charge son propre destin, d'un peuple effectivement à s'émanciper, d'un peuple effectivement à utiliser son capital humain pour en faire une puissance émergente. Donc, joyeux anniversaire et continuer à jouer ce rôle extrêmement important de leadership en Afrique, de leadership dans le panafricanisme, dans ce panafricanisme concret qui se traduit par des projets, par la coopération, par des accompagnements, par la mise en place de fonds, tant pour la coopération internationale que pour les startups africaines aujourd'hui, qui effectivement sont un enjeu majeur de développement. Merci beaucoup, Maktar Sylla. Vous êtes universitaire et chef d'entreprise média. Merci pour ce témoignage pour l'Algérie. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Je l'espère en tous les cas. Alors, avant de revenir sur ce que vient de dire Maktar Sylla, bien sûr, pour le point de vue africain, vis-à-vis de cette révolution, c'est vrai que post-révolution, post-indépendance, il y a eu vraiment d'autres mouvements qui ont suivi, mais on va le voir tout de suite. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne là où on avait un petit peu interrompu la discussion, Hassan Arabe, par rapport justement à cette spécificité de colonisation, ou l'exceptionnalité même de ce qui disait peut-être que si vous voulez, le facteur ou l'idée génocidaire n'existait pas chez les Français. J'aimerais souligner deux aspects. Donc, deux aspects importants. Le premier, il concerne une arrière-pensée, c'est-à-dire avant même le début de la colonisation, les Français avaient cette arrière-pensée que l'Algérie était une terra nullius. D'ailleurs, il y a la formule qu'ils ont consacrée, c'était l'Algérie constituée d'une poussière de tribus. Ouais. Il n'y avait pas une nation. D'ailleurs, certains historiens osent même aujourd'hui à dire qu'il n'y avait pas de nation algérienne. Et voilà qu'un homme va surgir sur la scène de l'histoire en 1832. Sinon, on ne va pas comprendre si on ne comprend pas le surgissement de la figure de l'Émir Abdelkader en 1832 sur la scène de l'histoire, on ne pourra pas comprendre la suite. C'est-à-dire l'installation de la colonie de peuplement à partir de 1845, et plus exactement à partir de 1848, parce que l'émir, il va donner une sorte de renaissance à la nation algérienne, parce que nous savons que dans la presse allemande, il est question de Algeria Stag, donc il y avait une nation algérienne. Dans le globe anglais, on parlait d'une nation algérienne, et lui l'idée nationale, c'est-à-dire la première Moubaya va consacrer cette idée nationale, et sur cette base de l'idée nationale qu'il va essayer de mettre en place les premiers jalons d'un État moderne. Donc l'émir va mener
une guerre, c'était une terre sans population, que c'était des indigènes et des sauvages, parce que c'est un petit peu le discours colonial chaque fois où une terre justement est colonisée, ou en tous les cas il y a des projets dans ce sens. On va revenir justement à tout ce narratif, à tout ce langage qui a été utilisé pour déshumaniser encore une fois l'autre et le réduire à moins que rien. Alors je me retourne vers vous. Voilà, vous avez quand même 2 ouvrages, vous êtes auteur de 2 petits ouvrages quand même, des essais, on va dire, qui sont très très intéressants, à savoir Yamina Ouday, l'héroïne oubliée. Je ne sais pas si on peut quand même focaliser là juste sur le livre de Mohamed Houawara. Et bien sûr, un autre ouvrage, Ahmed Noufi, un shahid cherchélois, donc qui met l'accent sur ces martyrs, on va dire, parce qu'on parlait tout à l'heure de grands sacrifices, et ben voilà, des exemples, des noms. On a beau dire des martyrs, on a beau dire des centaines, des milliers, mais il n'y a rien de mieux que de mettre des noms sur un chiffre, c'est-à-dire rendre humain cette victime du colonialisme aujourd'hui. C'est ce que tente aujourd'hui également le colonialisme d'effacer, c'est-à-dire que les victimes n'ont pas de nom, donc ils n'ont pas d'identité, et on est moins empatissant, si vous voulez. Donc voilà, pourquoi ces 2 livres? Qu'est-ce que vous avez cherché surtout à montrer par rapport à l'écriture de ces 2 livres, Mohamed? Pardon, avant de revenir sur les 2 livres, le colonialisme... il a donné beaucoup d'importance sur le territoire. Oui. Bon, la première fois, lorsqu'il est rentré, lorsqu'il a entamé la colonisation, c'était juste la région. Et Makal Sissoufi, ils sont voraces. Ça ne leur a pas suffi. Et là, ils ont trouvé quand même des Algériens dans leur terre. Ils ont chassé... Après les avoir chassés, ils ont utilisé la violence, bien sûr, et toutes sortes de violences. Maintenant, pour revenir à ces livres, pour dire un siècle après la colonisation, il y a eu une nouvelle génération d'Algériennes et d'Algériens qui ont pris conscience que finalement, il y a quelqu'un d'étranger qui est en train de s'accaparer de leur liberté d'abord, de leur terre, de leurs biens, en utilisant toutes sortes de violences. Et il s'est retrouvé qu'il y avait... Elle a abandonné, pas abandonné, c'est-à-dire lorsque l'ALN a fait appel à la Zoléha, elle avait trois enfants à bas âge. Elle avait aussi un fils qui est tombé au champ d'honneur. Oui. Il y avait un mari aussi shahid. Et dans toute cette situation, elle est restée au maquis. On l'a capturée et on l'a torturée au maquis pendant 10 jours. Et elle n'a pas dénoncé ses réseaux. Lorsqu'elle travaillait en ville... On peut dire de quelle manière ces 10 jours sont passés pour Zoléha. Donc, on peut dire c'est-à-dire que c'était vraiment une arrestation, des tortures systématiques quotidiennes pour qu'elle puisse livrer un petit peu a résisté, le réseau. Oui. Et le colonialisme, pour humilier les habitants de cette zone rurale, ils ont fait appel de force. Oui. Ils ont organisé l'arrivée de la prisonnière, la dame. Ils l'ont exhibé au grand public. Ils l'ont exhibé. Et il y a eu un petit discours du responsable. Lorsqu'elle a pris la parole, elle a appelé le peuple qui était devant elle, son peuple. Elle leur a dit, elle les a exhortés de continuer à lutter, malgré la fatigue, malgré les souffrances, etc., la famine, qui m'a s'est souffert. Elle a exhorté les habitants à continuer à lutter en leur disant, regardez-moi, je suis une femme, j'ai pas d'armes, et regardez le colonialisme, ce qu'il a fait pour moi. Donc ensuite, elle s'est retournée vers le capitaine militaire, qui est devenu par la suite général. Oui, grâce à Ouday, parce qu'il l'a tué, au fait. Oui. Il a été promu. Voilà, elle est retournée vers le capitaine militaire, Kouait,
Là, elle lui a craché sur la figure. Et le fait de cracher sur la figure, bien sûr, le colonialisme s'attendait à une action psychologique pour démoraliser le peuple. Oui. Et là, les choses ont tourné. On l'a ramené, on l'a abattu froidement. Oui. Alors, je précise, on l'a abattu froidement. Oui. Et ça, au fait, pourquoi on parle d'elle parce qu'on voudrait dire justement que ce n'est que le symbole de toutes ces femmes qui ont à chacune son histoire de souffrance. Absolument. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais dans cette souffrance algérienne de la population, eh ben, il y a des noms, il y a des Ahmed, il y a des Amina, il y a beaucoup de souffrances dans cette petite histoire, dans la grande histoire. Tout à l'heure, vous avez dit, monsieur Houawala, que c'était l'élément déclencheur qui a fait que, justement, Oudey a pu, si vous voulez, prendre conscience de l'état dans lequel elle se trouvait et que, en dépit de son rang social très aisé, elle aurait pu fermer les yeux, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle a senti que c'était tout un peuple qui était complètement humilié. C'était un peu les événements du 8 mai 45 qui ont été les déclencheurs. Je crois que les événements de 8 mai 45 ont été réellement le déclencheur pour pas mal, on va dire, de décisions par la suite. Kamel Benyaïch, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes également journaliste et auteur de l'ouvrage, donc le 8 mai 45. Vous avez écrit sur ça également. Kamel Benyaïch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, massacre de mai 45 en Algérie, la vérité mystifiée. Ça, c'est votre ouvrage, ça, c'est donc, vous êtes l'auteur de ce livre. Kamel Benyaïch, le 8 mai 45, ou ces massacres, comme on les appelle, parce que c'était carrément un génocide, on va le dire, hein, ont été un élément déclencheur pour beaucoup d'Algériens dans leur engagement dans le chemin de la liberté. Absolument. Permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Et de saluer le travail titanesque réalisé par Al24 afin de transmettre la mémoire de l'absent. Permettez-moi aussi de souhaiter bonne fête d'indépendance à tous les Algériens, et notamment aux Algériennes et aux Algériens qui vivent à l'étranger. Vous faites bien de rappeler et de dire que les massacres de mai 45 en Algérie ont été l'élément détonateur, ou plutôt le détonateur, c'est l'étincelle du 1er novembre 1954. D'autant plus que de nombreux historiens algériens, étrangers notamment, des historiens américains qui le disent. Pourquoi? Pour la simple raison que tous les leaders du Front de Libération Nationale étaient des jeunes activistes, que ce soit au niveau du PPA qui était interdit ou au niveau du groupement des amis du manifeste et de la Gestapo et de l'Allemagne nazie. De l'Allemagne nazie. Elle a tout fait pour éliminer une race, la race algérienne de la carte. Elle a utilisé tous les moyens possibles, tous les moyens militaires possibles pour perpétrer effectivement un génocide. Donc c'est une manière de lutter contre le déni et la dénégation des colonialistes et des néocolonialistes qui reviennent maintenant au galop, comme dit l'autre, pour nous interdire le droit d'écrire notre histoire et de crier haut et fort que la France a commis des crimes contre l'humanité, en Algérie, des crimes d'État, des crimes de guerre et des crimes contre la paix. Très bien, Kamel Benyaïch, merci donc pour toutes ces détails, pour tous ces détails. On va revenir justement avec vous, mais juste après cette petite pause publicitaire.
Retour sur le plateau où déjà en coulisses l'histoire se poursuit. Bien sûr, je veux revenir avec vous, Youssef Boussoumeh, pour dire que l'Algérie s'est affranchie des chaînes du colonialisme, avec elle, bien sûr, on parlait de cette profondeur africaine qu'elle a laissée, ou l'impact de cette libération sur beaucoup de pays africains, puisque de toute façon, ça a donné envie à d'autres pays de faire de même. Ils se sont peut-être rendus compte, ou ils ont pris conscience qu'il n'y a pas de force invincible. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, tout à fait. Les peuples s'observent. Les peuples s'observent et ils observent leur victoire aussi. Et cette révolution algérienne, elle a inspiré beaucoup d'autres peuples. Tout à fait. Elle a inspiré beaucoup d'autres peuples qui ainsi ont pu comprendre, prendre la pleine mesure de leur capacité. Parce que bien souvent, le colonialisme peut triompher non seulement par ses chars, par ses avions, mais aussi parce que psychologiquement, il réussit à avoir une emprise sur les peuples. C'est-à-dire qu'il fait des démonstrations de force, et justement tout à l'heure nous parlions de ces massacres, terribles massacres du 8 mai 45. Le 8 mai 45, ce sont des massacres, mais c'était vu comme devant être une démonstration de force pour tout l'Empire français. Et alors on a organisé des fausses cérémonies de reddition des populations, notamment du côté de la plage des Falaises, dans la région de cette île Guelma. Et on a fait de grandes démonstrations de force avec les avions français qui passaient au-dessus de tout le monde, les navires qui tiraient des coups de canon à blanc pour impressionner. Donc, le but était d'impressionner non seulement le peuple algérien, on a vu que ça n'a pas marché, mais aussi tous les autres peuples de l'Empire français. Et ça veut dire que l'impérialisme, le colonialisme, compte aussi sur une sorte de supériorité morale. Il essaye d'imposer et de dire jamais. Et ça, c'est très important. Alors, c'est Frantz Fanon qui l'avait dit. Frantz Fanon, ce grand penseur algérien, ne l'oublions pas, il était quand même algérien, hein, oui. Eh bien, qui disait que le colonisé a dans la tête un char d'assaut qui est plus puissant que les chars d'assaut réels de l'ennemi, c'est-à-dire le sentiment d'infériorité. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est que les hommes du 1er novembre détruisent déjà ce sentiment d'infériorité. Et de la même façon, lorsque le peuple algérien va effectivement entrer en insurrection, entrer en révolution, et qu'il va triompher, il détruit ce mythe de l'invincibilité française. Hein. La France qui était quand même considérée comme une des premières armées. Donc c'est très important à comprendre. Il va encourager les autres peuples d'Afrique, mais pas uniquement, même au-delà de l'Afrique, hein, mais entre autres, à s'insurger, hein, et à poursuivre leur révolte pour jusqu'à recouvrir la souveraineté nationale. Ça c'est très important. Donc cet exemple algérien est fondamental pour l'Empire français, pour la mise à mal de l'Empire français. Hein. Oui. Le colonialisme français n'est pas invincible, il peut être vaincu, et ça, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est quelque chose de gigantesque. Oui. Alors, Hosni Kitouni, l'Algérie, un pays souverain, un pays souverainiste, un pays qui est fier justement de cette souveraineté, qui l'acclame avec beaucoup de fierté. C'est peut-être l'un des pays les plus rares qui a su arracher sa liberté, donc au prix du sang, au prix des armes, au prix de sa propre force contre une puissance coloniale très militarisée à l'époque, la 4e puissance, je pense, militaire de l'époque. Donc finalement, cette souveraineté qui est un petit peu, si vous voulez, celle de l'Algérie. Ces pays comme l'Algérie qui ont pu avoir leur indépendance et donc qui l'ont arraché de cette force ont quelque chose en commun. En tous les cas, ils sont d'ailleurs de plus en plus rares. C'est qu'ils ont la légitimité justement de l'histoire avec eux ou de leur côté. On ne leur a rien donné cadeau. Hosni Kitouni ? Oui, merci. Parce que précisément, la colonisation a été ce qu'elle a été, c'est-à-dire d'une brutalité inouïe, une colonisation civilisationnelle, une colonisation culturelle, une colonisation économique, etc. C'est-à-dire que l'Algérien a connu cette expérience ultime qui est celle de l'humiliation, du rabaissement de l'être. Non seulement on l'a dépossédé, on l'a exploité, mais on l'a aussi humilié, transformé en un sous-humain, appelé indigène. On lui a même contesté le droit d'avoir ses propres noms. Oui. On est venu, on lui a imposé
à l'état civil avec des noms choisis par le colonisateur. C'est-à-dire qu'on a fait vivre à l'Algérien une expérience ultime de la barbarie coloniale. Et sa réaction a été à la hauteur de cette humiliation profonde, de cette humiliation ontologique. Hagorona. Oui. L'expression la plus authentique des Algériens est Hagorona, c'est-à-dire d'être par la force réduit à être un sous-humain. L'insurrection, le massacre de 8 mai 45 a montré d'une part la volonté de libération, la volonté de sortir de cette humiliation, mais il a aussi montré ses limites. C'est-à-dire qu'une révolte citadine ou urbaine ne pouvait remettre en cause, ne pouvait arriver à bout de l'ordre colonial. Il a fallu l'entrée en guerre, l'entrée en lutte de la paysannerie, de la masse des paysans, ceux qui ont été dépossédés, ceux déshumanisés. C'est l'entrée des paysans, et de manière exceptionnelle, puisque on a vu se mettre en place des formes d'organisation grâce au FLN. Il y avait le FLN, cette rencontre extraordinaire entre des élites politiques qui ont été celles du FLN à ses premiers moments et aussi par la suite. Voilà l'exemplarité de la lutte de libération nationale. C'est d'avoir fait entrer en masse la paysannerie dans la lutte et fait entrer la paysannerie de manière organisée. Et c'est là ce qui a donné l'exceptionnalité de la lutte de libération nationale qu'on voit aujourd'hui à travers l'expérience du peuple palestinien, comment, quand le peuple prend son organisation, sa propre organisation, s'autonomise par ses propres mots d'ordre, par son propre programme, il parvient à faire basculer l'ordre des choses. Très bien, Hosni Zitouni, c'est très important ce que vous dites. On aurait envie d'y rester longtemps à écouter M. Hosni Zitouni. Donc, M. Fouad Soufi, tout à l'heure, vous me disiez que je voulais lire un petit peu intervenir par rapport à l'aspect du Sénégal, parce que tout à l'heure, il y avait quand même Maktar Sylla qui parlait du fait qu'aujourd'hui, cette guerre d'Algérie, cette guerre de libération, parce qu'il faut l'appeler quand même une guerre de libération durant 7 ans, sans parler bien sûr du joug colonial, durant 132 ans, donc avec quelque chose de particulier qui a été vraiment le motivateur pour beaucoup de pays africains pour se libérer, pour s'émanciper, pour aller dans ce chemin. En fait, c'est un événement qui se déroule en 1945, mais avant les massacres. Oui, du mai 45. Parce que entre fin 44-45, quand c'était au moment de la fin, d'Alger, capitale de l'Empire français. Le gouvernement français se réfugie à Alger et à l'Assemblée constituante arrivent les représentants des colonies africaines, et notamment deux, Lamine Gueye, qui est déjà connu pour ses positions anticoloniales, et Senghor, qui est en train de se former. De devenir. Pardon ? Qu'il était en devenir vis-à-vis de la question du colonialisme. Oui, en devenir, je veux dire, sur ses positions. Lamine Gueye... Oui, je ne parle pas de Lamine Gueye, je parle de Senghor. Senghor était en devenir, voilà. Oui. Senghor, bon, comme ça, bien sûr, avec un sens de l'humour. Il était plus jeune. Voilà. Lamine Gueye était plus ou moins son mentor. Oui, c'était quand même un chevronné. Il se balade dans Alger, ce sont eux qui racontent ça, ils se baladent dans Alger, mais jamais ils ne pourront lâcher cette ville. Jamais ils ne pourront lâcher ce pays. Oui. Bien. Mais ils vont trouver une astuce dans les débats. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps descendre d'un degré et aller voir ce qui se passe. Oui. Ils descendent dans les débats et ils trouvent l'astuce. L'astuce, c'est de poser la question algérienne dans l'Assemblée constituante, dans la commission coloniale. Et là... une levée de boucliers, à commencer par le député d'Alger, Paul-Émile Viard, qui était en même temps doyen d'ailleurs de la faculté d'Alger, il n'y avait pas de faculté à Oran. Et évidemment, c'est tout juste s'ils ne se sont pas fait massacrer ce jour-là. C'est la furie. Ils leur ont dit non, ce sont 3 départements français, ils relèvent de la commission de l'intérieur, pas de la colonie. Oui. Mais le problème de Lamine Gueye et de Senghor, c'était en réalité de poser le problème de l'Algérie. Oui.
Pas de dire oui, tout va très bien, les Algériens sont contents et la suite va leur donner raison. Hein. Bon, j'avais fait ça il y a quelques années sur les problèmes des Africains, de l'élite politique africaine et la question algérienne. Oui. Ça, c'est sur Lamine Gueye et Senghor. Oui, une petite anecdote là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin sur cette question, mais il y a une thèse à faire sur ça. Moi, j'ai rédigé 30 pages, mais il y a une thèse à faire sur ça, ce qui est très belle. Oui, justement, sur ce qui a été dit, Fouad Soufi, tout au long de cette heure, donc par rapport à cette indépendance algérienne ou de l'Algérie qui s'est affranchie, il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette guerre d'Algérie. C'est-à-dire que celle-ci s'est inscrite, bon gré, mal gré, on va le voir par la suite, est-ce qu'on avait réellement le choix que celui de se libérer, et c'est tant mieux. Mais elle s'est inscrite, si vous voulez, dans les annales de l'histoire contemporaine aujourd'hui des pays, donc dans la libération de ces pays. Parce que, il faut dire, à l'époque, ça se faisait pas, c'est pas tous les jours qu'on entendait, par exemple, un pays qui avait obtenu sa liberté au prix des armes, au prix du sang. L'Algérie était vraiment dans l'histoire, elle est toujours dans les annales de l'histoire. Elle est citée en exemple, la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que... Ce n'est pas n'importe quelle guerre. En plus, si j'ajouterais que tout d'un coup, c'est le système colonial qui va être dans le déni de la réalité. Hein? Exemple, 1956, 19 janvier, c'est l'assassinat à Sebdou, près de Tlemcen, du docteur Benzerjeb. Oui. Je rentrerai dans un autre débat peut-être tout à l'heure, mais je préfère pas tout de suite. Eh bien, ce jour-là, quand on va annoncer à Tlemcen la mort du docteur Benzerjeb, en tant que responsable FLN, oui, il était pas vraiment responsable, mais c'est reconnu comme étant FLN, la ville va sortir pour manifester. Oui. C'est-à-dire c'est la première fois qu'une ville manifeste à l'annonce de la mort d'un membre connu, en tous les cas admis et responsable du FLN. Oui. Et tout de suite, le département va bouger, des gens vont venir à Tlemcen pour calmer le jeu, et l'histoire va gentiment sortir de notre histoire. C'est une journée comme ça, le 19 janvier 1956, qui, en dehors de Tlemcen, ne va plus intéresser l'histoire de notre pays. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un travail énorme à faire. Le deuxième détail que j'aimerais bien donner, et je m'excuse de... Non, allez-y, au contraire. Vous savez, le 8 mai 45, Hasni Kitouni l'a très bien écrit, et notre ami plutôt Beni Aïch aussi, que j'ai toujours félicité pour le travail qu'il fait. Seulement voilà, c'est que la conséquence, ça va être 10 ans plus tard. Oui, on voit, la conséquence, ça va être que y a pas d'autre solution au statut colonial que la lutte armée. Voilà. Oui, mais, parce que dans l'histoire, il faut se méfier des élans. Il faut voir qu'en réalité, il y a les freins. Eh bien, le 8 mai 45, dans certains partis politiques, et notamment celui qui nous intéressait le plus, c'était le PPA-MTLD, l'argument du 8 mai 45 va jouer contre la proposition du déclenchement de la lutte armée. Ils vont nous refaire le 8 mai 45. Attendez, nous ne sommes pas prêts. Voilà. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas ceci. Mais les 9, pas les 6, les 9, mais c'est les 6 qui vont répondre, vont dire oui, mais si on ne commence pas aujourd'hui, quand voilà. Ce sera quand? Ce ne sera jamais le jour. On ne sera jamais le jour. Voilà. Mais en réalité, le problème était politique. C'était le courant réformiste qui était... Que les aléas de comme quoi l'histoire est complexe. Oui, très complexe. Faire. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut plus que 2 heures. Vous imaginez, beaucoup plus que 2 heures. Donc, monsieur Mohamed, si vous voulez faire justement un commentaire là-dessus, lorsqu'on dit par exemple que la guerre d'Algérie, ou si vous voulez la guerre de libération de l'Algérie, est une guerre qui restera marquée et qui marquera les annales de l'histoire contemporaine, c'est pas fou, parce que finalement, dans ce monde contemporain, combien sont-elles ces guerres contre, entre guillemets, l'impérialisme, le colonialisme? Il y a Dien Bien Phu, et donc le Vietnam, il y a l'Algérie. C'est classé. Et la Palestine en cours. Exactement. Voilà. Mais
Je tiens à vous informer que je suis né le 3 novembre 1954. Oui. Donc le déclenchement. Voilà. Oui. Et le peuple algérien doit être fier qu'il fait partie, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il fait partie des rares peuples sur la planète où il peut dire Allah yarham shuhada. Nous avons des femmes, des hommes, des enfants, des vieux qui se sont sacrifiés, qui sont morts pour l'indépendance de ce pays. Ce n'est pas le cas de tous ces de nombreux pays. De beaucoup de peuples, voilà, de beaucoup de pays. Donc la guerre de libération nationale qui a été le résultat de différents événements depuis le début de la colonisation, le déclenchement de la guerre de libération et la lutte durant les 7 années, donc, ça, normalement, c'est une leçon. C'est une leçon qui doit être écrite et apprise. C'est-à-dire, pour le moment, il y a M. Soufi qui vient de le rappeler, l'histoire est complexe, mais il faut bien un jour rappeler ce combat du peuple, parce qu'il s'est sacrifié d'abord pour l'indépendance de ce pays. Après le 5 juillet 62, c'est-à-dire nous célébrons l'indépendance, 64e anniversaire de l'indépendance. Là, c'est d'autres sacrifices qui attendent ce peuple algérien. Parce que je pense... Qui sort meurtri, mais quand même... parce qu'il faut dire qu'après Hassan Arabe, cette période post-indépendance était quand même assez dure pour l'Algérie, pour se reprendre, pour se reconstruire. Et le peuple était meurtri, bien que très joyeux, très content d'être enfin libre. Mais il y avait du travail qui attendait donc les Algériens hassano-arabes. Avant de passer vers Kamel Ben Yaïch, bien sûr. Au lendemain de l'indépendance, les Algériens avaient donc hérité d'un pays complètement meurtri, des centaines de milliers de villages complètement rasés, des infrastructures complètement soufflées par les attentats de l'OAS, et puis il y avait le problème des réfugiés, mais aussi les regroupements des populations. Tout à l'heure, on parlait du rôle de la paysannerie. Et justement, pour contrer tout l'apport de la paysannerie à la Révolution, on a créé ce qu'on appelle les centres de regroupement, qui étaient des centres de concentration, parce qu'on a arraché toute la paysannerie à leurs terres. Donc, on les a mis autour des... dans des concentrations, dans des camps de concentration, tout simplement. Il y avait des problèmes, des problèmes sanitaires, des problèmes de dépaysement, et d'autres problèmes, c'est-à-dire le problème de socialisation, c'est-à-dire qui s'est posé entre notamment 1956 jusqu'à 1962. Et c'était là les défis. Donc, il fallait vacciner les enfants, il fallait lancer la rentrée scolaire, même si le 1er octobre, grâce à Abdelrahman Ben Hamida à l'époque, qui était le premier ministre de l'Éducation nationale, il a fait en sorte à ce que la rentrée soit assurée avec... se fasse dans les délais imposés. Dans les délais. Et il fallait gagner après la bataille de recouvrement des richesses économiques de l'Algérie. D'où les nationalisations par la suite. Bien sûr, c'était une bataille qui s'est déroulée avec un succès extraordinaire, donc vers la fin des années 60. Nous avions des diplomates chevronnés aussi. Mais moi, j'aimerais juste souligner quelque chose par rapport à le rôle de la paysannerie, parce que c'est très très important. C'est important. À partir de 1900, parce qu'il y a un point de départ, il y a cette révolte de Marguerite Ain Torki, donc dans le Zakar. C'est une révolte de 8 jours, mais qui va marquer les esprits. C'était véritablement un coup de tonnerre dans un ciel d'été. On est le 22 avril 1901. Il va y avoir un groupe de paysans, à leur tête, M. Yacoub Ben Hadj, qui va mener donc une révolte contre les procédés de la colonisation. Parce que l'enjeu, c'était la terre.
Pourquoi c'est important? Parce qu'on a tout fait. Notamment, il y avait un colon important qui avait toutes les terres, qui s'appelait Genoudou. Qui s'est approprié. Il ne les avait pas. Il les a complètement arrachés à leurs propriétaires. C'est-à-dire, les colons en Algérie agissaient contre même les lois de la République. Parce que cette révolte va se traduire par la visite même du président de la République une année après, Émile Loubi, qui va se rendre sur place parce que ça touche à quelque chose de très très important. On a dénoncé les procédés de la colonisation, c'est-à-dire la manière avec laquelle les colons s'accaparaient les terres des Algériens à cause donc des terres. Oui. Mais il va faire en sorte à ce qu'ils ne soient pas condamnés à mort. Ce qu'il ne soit pas, d'ailleurs, Yacoub Belhadj sera par la suite condamné à la déportation. Il va mourir en cours de route. Il va mourir en cours. Voilà. C'est pire que la mort. Pour vous dire un petit peu l'importance. Et puis, ça, c'est le premier aspect de la pièce. Le deuxième, c'est qu'il y avait une élite dès 1950 qui a compris. Mohamed Dib, journaliste, avait écrit un article en 1950 sur le rôle de la paysannerie. Il va, un long article dans la revue Esprit, sur la révolte des paysans de Louiba, de la région de Louiba. Et il dit, peut-être la solution va venir, il va conclure son article comme ça, va venir de ces paysans. Il va se baser sur cette révolte des paysans, sur cette grève. Ah oui, il n'avait pas encore écrit son roman, L'incendie. Il va s'inspirer justement de cette révolte pour écrire L'incendie. Voilà, c'est à Bani Boublen, donc c'est la paysannerie de Bani Boublen. Mais en réalité, il y avait l'Arab ibn Mehdi également qui va écrire un article sur le rôle de la paysannerie. Lui et tous les clandestins qui vivaient justement dans les fermes, chez les Algériens, ils ont palpé, senti cette prédisposition qu'avaient les paysans. Donc il suffit de lancer la révolution pour que toute la paysannerie Voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour ces informations, Hassan Arabe. Juste une pause publicitaire et on revient vers cette troisième partie de l'émission. Retour sur le plateau de cette émission spéciale consacrée au 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Kamel Beniaïch, on va vers vous quand même. Alors, Kamel, on parlait de l'exceptionnalité de cette guerre de libération algérienne aujourd'hui dans l'histoire même contemporaine. Pourquoi l'Algérie aujourd'hui a cette légitimité historique? Parce que c'est un pays qui a pu arracher sa liberté, on le disait tout à l'heure. Beaucoup de pays n'ont pas pu faire la même chose. L'Algérie peut-être restera sur le long terme pour ces générations à venir un pays, je ne dirais pas hors norme, mais en tous les cas qui a une particularité qui lui est propre et qui ne se trouve pas ailleurs. Permettez-moi de revenir sur cette oui, bien sûr. Point avant de répondre à votre question. Premièrement, la désalphabétisation a été l'autre objectif de la colonisation. L'alphabétisation des Algériens est passée de 60% en 1830 à 15% en 1962. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, la révolution algérienne est une révolution particulière. Pour la simple raison, la révolution algérienne a brisé le mythe de l'invincibilité des empires coloniaux. Et grâce à la révolution algérienne, grâce à la guerre d'Algérie, les peuples d'Afrique et d'Asie, et même d'Amérique latine, ont fait de même. Je voudrais aussi préciser une chose. Il y a de nombreux pays africains qui ont obtenu leur indépendance sans guerre.
de très nombreux pays qui ont obtenu leur indépendance par simplement une reconnaissance de la France ou de l'Angleterre que ce pays-là est indépendant. Mais l'indépendance de l'Algérie pour la France impliquait qu'elle cesse de soutenir le 1 million de colons qui étaient installés en Algérie. Oui. Et c'est pour ça que la guerre a pris ce caractère-là violent de notre côté, et aussi la réaction de la France a été terrifiante, a été terrible. Elle ne pouvait pas lâcher ce peuplement colonial qu'elle a contribué à installer dans notre pays. Et n'oubliez pas, il ne faut pas oublier, si Saint-Domingue et la libération de Saint-Domingue, la première lutte pour l'indépendance d'un peuple colonisé, esclavagiste, qui était dominé par ça a été Saint-Domingue. Ça a bouleversé l'histoire du monde et l'histoire de l'esclavagisme, etc. Et l'Algérie a été, de ce point de vue-là, un exemple de décolonisation des pays de colonisation du peuplement. Voyez ce qui se passe en Palestine. La Palestine est la parfaite illustration de ce qui s'est passé en Algérie. Si la France avait continué à soutenir le peuplement européen, c'est-à-dire qu'elle ait mis tous les moyens nécessaires à continuer à le mettre, c'est-à-dire l'OTAN aussi aurait soutenu de manière massive et continue, comme il soutient aujourd'hui Israël, eh bien la guerre aurait continué. En tous les cas, une autre forme. Oui. Très bien, Hosni. Oui, très bien, Hosni Kitouni. Je vous remercie pour cette précision. Elle est réellement importante. Nous rejoint à l'instant Hichem Lamissi, analyste géopolitique, chroniqueur chargé de cours à la Suisse UMEF. Hichem, bonjour. Merci de nous rejoindre. Oui, bonjour Leïla. Alors Hichem, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, bien entendu, on aimerait un petit peu profiter aussi de votre point de vue là-dessus. Lorsqu'on dit que la guerre de libération algérienne a cette particularité, c'est qu'effectivement, parce qu'ils ont, entre autres, bien sûr, chassé le colon. Ils ne sont pas partis vers ce qu'on appellerait le vivre ensemble, comme cela s'est fait par exemple dans certains pays africains. C'est peut-être le fait d'avoir été radical, et il le fallait, parce que c'était ça, toute la guerre, l'essence même de cette guerre de libération contre le colon français. Hichem ? Alors, c'est pas forcément évident de répondre à cette question. Déjà, on parle d'une révolution. On a affaire véritablement à une révolution populaire qui a permis justement d'acquérir l'indépendance par la force, par la guerre, et en ceci l'Algérie évidemment diffère d'autres processus de décolonisation concernant... On est dans la bonne voie. On n'a pas encore réglé tous les comptes du récit national, le Qissa al-Wataniya, tout est beau, tout le monde, on est tous des frères. Ça a été l'idéal, mais ce n'est pas idéal lorsqu'on est dans une guerre. Il n'y a rien d'idéal. C'est très difficile. C'est très difficile. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire avec objectivité. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des juifs avec nous. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des catholiques avec nous, des protestants avec nous. Ils n'étaient pas avec nous, ils étaient nous. Oui. Et on a vu l'engagement de beaucoup de Français. Il y a un discours qui les rejette, etc. Mais c'est ça la recherche historique. Oui. Et c'est pour ça que je crois, enfin en tous les cas, ces dernières expériences que j'ai eues m'ont montré qu'il y a des gens qui font du travail. Il y a de la réflexion. Ah oui. Bon, et ils n'ont pas 40 ans pour certains, donc on pourra mourir tranquille. Vous avez encore longtemps à vivre, j'espère en tous les cas pour nous. Monsieur Mohamed Hawawala, donc je voulais un petit peu rappeler... Pardon. Oui. Heureusement que vous m'avez rappelé, tant pis, il n'a pas voulu le dire. Il a fait un très beau livre. Oui. Il a fait un très beau livre sur un grand personnage. Je ne pouvais pas terminer pas sans... l'autre. Oui, les deux sont magnifiques. Oui. Il a fait un très beau livre sur un personnage dont on ne parle pas beaucoup. Pratiquement, c'est vous qui l'avez exhumé, si mes souvenirs de lecture de la presse sont bons. Et on ne parle pas suffisamment de l'histoire des femmes. Oui, dans la révolution algérienne, voilà, et la guerre de libération. Durant la période coloniale, et ça c'est mauvais pour notre bien-être intellectuel. Oui, c'est vrai que les femmes étaient très présentes. Et c'est pas pour vous faire plaisir, madame.
Non, bien sûr que Vraiment, non. Au contraire, moi, ça me fait plaisir lorsqu'on voit que l'Algérie a été libérée avec les bras des femmes et des hommes aussi. Hein. Elle n'a jamais eu de grade, mais je laisse parler. Elle est juste algérienne, elle est morte pour la patrie. Donc, bien sûr, M. Mohamed, donc rapidement, mais alors vraiment rapidement, pour conclure. Je laisse quand même les livres parce que j'ai envie qu'on les prenne en compte. Bon, en plus de ces deux livres, j'ai aussi un autre livre qui a pour titre La plume et le combat, c'est-à-dire le combat des anciens, le rôle du journalisme durant la guerre de libération nationale, avec des témoignages de Pierre Chollet, d'Evelyne Lavalette, et bien sûr Hadadan. Alors là, pour ce qui est de ce jeune homme qui était chef commando, il défiait la mort, il a humilié l'armée française. Même au niveau de la France, on a boycotté l'information. Il a été très très courageux. C'est quelqu'un qui détestait les colons et la France coloniale. Oui. Et maintenant, je voulais aussi, pour répondre à M. Soufi, lui dire que bon, c'est une femme, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres femmes en Algérie. Il y en a beaucoup. J'espère qu'ils vont les révéler. Voilà. Il y a aussi autre chose, c'est rendre hommage à ces Algériens d'origine européenne, bien sûr, qui ont combattu le colonialisme et qui ont joint l'ALN pour libérer le pays. Et ne pas oublier aussi, je me suis rappelé lors de l'intervention des amis, il y a eu au mois de juillet 1953, il y a des Algériens qui ont brandi l'emblème national au moment où la France, à Paris, célébrait et je dirais félicitations. C'était un Sochaux. Et félicitations au peuple algérien. Merci beaucoup, monsieur Houawala Mohamed. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de Amina Oudaï, l'héroïne oubliée, et également de Ahmed Noufi, un shahid cherchelois. Merci à Maktar Silla, universitaire et chef d'entreprise sénégalais, présent avec nous depuis Dakar. Hicham Lahmissi, qui nous a rejoint à la dernière minute. Et merci aussi pour son analyse. Il est analyste géopolitique, chroniqueur chargé de cours à la Suisse MF. Youssef Boussoumah, qui était également avec nous, historien et militant des droits de l'homme. Hassan Arabe, journaliste, professeur universitaire. Soufi Fouad, qu'on n'a pas beaucoup entendu parce que je n'ai pas pu dispatcher bien sûr la parole de manière équitable, mais en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu. Hosni Kitouni, qui était également avec nous, historienne depuis Constantine. J'espère que j'ai tout cité. Bien sûr Kamel Benaïch, journaliste et auteur du massacre du 8 mai 45 en Algérie, la vérité mystifiée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement pour d'autres émissions et surtout ne ratez pas l'émission de ce soir consacrée justement au 64e donc anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Au revoir. Wa tahia al Jazair.